Alors, je vous disais qu'on allait faire des découvertes ensemble parce que c'est un principe tout à fait nouveau dont nous allons parler, qui est encore à l'épreuve des tests. D'ailleurs, si j'ai bien suivi, bonjour Sébastien Dupont. Bonjour. Vous êtes inventeur, vous avez déposé des brevets sur la blockchain, la biométrie, un peu partout dans le monde, et vous êtes président et cofondateur d'Uniris, qui est une start-up française. Exactement. Qui vise donc à protéger notre identité, alors déjà la créer et ensuite la protéger. Vous dites d'un simple effleurement du doigt. L'idée, en fait, c'est de remplacer le mot de passe, qu'on appelle tous de nos voeux à disparaître, et dont on annonce la fin, y compris du côté de chez Microsoft. Et ça, vous pourrez remplacer donc ce mot de passe par une technologie qui serait ultra sécurisée, sans doute peut-être même la plus robuste jamais vue, en lisant à l'intérieur des doigts. Expliquez-nous. Exactement. Donc en gros, l'idée, c'est effectivement de prendre le réseau veineux à l'intérieur des doigts et de faire, à l'image d'une carte bancaire, en fait, de créer des clés de chiffrement associées à ce réseau veineux pour ensuite nous identifier sur Internet. Donc d'abord, ça repose sur un premier principe qui est le principe de la biométrie. Tout à fait. Vous ne partez pas de l'empreinte digitale classique, vous décidez d'aller lire le réseau veineux qu'il y a à l'intérieur de nos doigts. Pourquoi ? Alors, la CNIL définit on va dire la biométrie selon 2 critères. Est-ce que c'est avec trace ou sans trace ? Donc si on prend les empreintes digitales, typiquement, je pose ma main sur la table, je prends un verre, effectivement, je vais les laisser un peu partout. Je vais me balader dans la rue, on va me reconnaître avec mon visage. On va pouvoir en fait réutiliser ce secret que j'ai laissé partout pour se réidentifier ma place. Avec le réseau veineux, on est vraiment à l'intérieur du doigt. Donc là, c'est, on va dire, complètement invisible, si ce n'est à partir d'un dispositif qui va permettre de le... véritablement un dispositif spécifique, donc celui que vous avez breveté. Autre différence peut-être avec les systèmes de biométrie classiques, c'est que vous ne comparez pas avec une base de données enregistrée sur un serveur centralisé. Et on sait ô combien les serveurs centralisés sont des failles de sécurité potentielles. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé de tous les brevets. C'est-à-dire qu'on peut, à partir d'une identification du réseau veineux, générer une clé cryptographique qui va permettre de déchiffrer. Donc pour déchiffrer... Donc en fait, vous chiffrez ce réseau veineux à l'intérieur du doigt. En fait, on utilise une clé qui va permettre de déchiffrer quelque chose qu'on aura mis sur un réseau derrière. Et ce qui fait que d'un seul coup, on n'a plus besoin de stocker quelque part pour faire une comparaison. Par exemple, sur un iPhone ou sur un Android, sur une reconnaissance faciale, on va dire, bon, effectivement, à 90%, ça ressemble. C'est on va dire une reconnaissance software, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui va dire « OK, je donne l'accès ». Là, on est beaucoup plus sécurisé dans le sens où c'est une clé cryptographique qui va être capable ou non de déchiffrer un fichier. Mais et là, c'est 100% en fait. Alors c'est 100%, à moins que quelqu'un subtilise ma clé. Voilà, donc l'autre grande innovation de notre procédé, c'est qu'effectivement, même en donnant les clés, c'est-à-dire les clés issues de mon réseau veineux, je peux les donner, les distribuer, et personne ne pourra pour autant générer de transactions sur la blockchain. Pourquoi ? Alors, on ne peut pas parce qu'effectivement, à l'intérieur de la blockchain, on utilise une mini proof of work, c'est-à-dire une preuve de travail qui est réalisée par les mineurs et qui va justement vérifier la validité des dispositifs qui vont générer l'identification. Et ça, c'est effectivement assez nouveau, c'est-à-dire que toute la puissance de calcul des mineurs est utilisée pour sécuriser encore plus l'utilisateur quand il vient se connecter. Donc c'est l'ensemble de la communauté des mineurs qui en fait sécurise ma clé, la clé de mon réseau veineux. Exactement, ils vont s'assurer que quand vous vous identifiez, c'est bien vous, à partir d'un dispositif de confiance, qui vous identifiez et pas simplement vos clés qui ont été divulguées. Et alors là, vous dites, on arrive à un système totalement infalsifiable, à 100%. Alors, le 100%, c'est... Parce que je ne l'ai jamais entendu, ça encore, le 100%. Alors, aujourd'hui, effectivement, dans l'état des connaissances, on ne peut pas dire dans 10 ans. Là, aujourd'hui, on est quand même sur ce qu'il y a de plus sécurisé. Donc, aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, par exemple, c'est de reconstituer par du silicone des doigts, un réseau veineux, les empreintes digitales. Et là, en fait, ça ne servira à rien. Parce que on vérifie en même temps le battement cardiaque de la personne. Est-ce qu'elle est stressée ? Est-ce qu'elle est en train de dormir ? Pour générer l'identification. Et donc, tout ça concourt, en fait, à la preuve de travail. Et c'est ça qui rend l'identification... C'est ce que j'allais dire, ce réseau veineux, il est vivant. Tout à fait. Donc, il se modifie. Alors, on a un processus mathématique qui va permettre en fait d'apprendre toutes les modifications, les évolutions morphologiques de la personne, en ajoutant des clés de chiffrement, c'est-à-dire ce sera à chaque fois autant de clés qui seront capables de déchiffrer le fameux fichier. En fait. Mais alors, pardonnez-moi, mais ça semble assez lourd à mettre en place comme technologie. Est-ce que c'est adapté si on veut imaginer
un processus d'identification, comme vous le souhaitez, hein, universel, à l'échelle mondiale. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait le cas, c'est-à-dire que nous-mêmes, effectivement, on est quand même assez contents de nos reconnaissances d'empreintes, de notre reconnaissance faciale. Et en gros, l'idée, c'est de dire... Parce que la clé, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots, mais c'est quand même la simplicité d'usage. Voilà. D'un côté, il y a la simplicité et de l'autre, il y a la sûreté et la preuve d'identification. Ce qui fait qu'on est sur des compromis en général. Voilà. Donc, on va... En fait, tout à l'heure, je parlais des mineurs. Donc, ils vont le faire sur le dispositif biométrique, mais ils vont le faire aussi sur un iPhone, sur un Android, pour vérifier que le dispositif est bien le bon. Avec, bien sûr, pour la personne qui va créer des applications, tout un niveau d'identification possible par exemple, pour le vote. La biométrie est indispensable. Par contre, pour payer mon boulanger, on va dire juste la reconnaissance faciale est largement suffisante. Oui, donc ça dépendra des cas d'usage, en fait. Voilà. Pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'on puisse assurer un nombre de transactions très importantes. On sait aujourd'hui que la blockchain a des limites. Voilà. Donc on a beaucoup retravaillé, notamment avec le CNRS, sur comment on découpe ce réseau pour qu'il soit capable de traiter l'ensemble des transactions de la planète. Ça veut dire des milliards de transactions, aussi bien pour des emails, pour des transactions financières, etc. Et donc pour faire ça, en fait, on découpe le réseau. Mais on va dire on le découpe à chaque fois pour chaque transaction de façon différente. Ce qui fait que pour une transaction donnée, je sais exactement les nœuds qui ont été utilisés pour valider et stocker la transaction, mais ça va changer pour d'autres. Ok. Il faut convaincre qui pour que ça fonctionne aussi? Parce qu'il faut que les sites soient compatibles, j'imagine. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est en train de... Si je vais sur le site des impôts et que je décide de m'identifier avec votre solution, est-ce que ça va fonctionner? Alors oui, on pourrait imaginer deux cas de figure, et l'identification et le stockage du site web, par exemple, ou que l'identification. L'idée qu'on a derrière, c'est effectivement d'être compatible avec tous les standards actuels, donc aussi bien pour aller se connecter chez Google, chez Facebook ou aux impôts, mais que effectivement, simplement le système soit capable de traduire pour les différents sites web. Et donc, quelle est la condition pour que ça fonctionne? Vous allez démarcher un par un Alors, effectivement, ça, c'est les grands sites, les grandes plateformes. Est-ce qu'elles vont vous ouvrir leurs portes? Est-ce qu'elles vont vous donner accès à leurs standards? Voilà. Aujourd'hui, il y a une arme puissante qui s'appelle la RGPD, qui oblige en fait les sites web à ne pas stocker les données privées des personnes. Oui. Et on est la seule solution qui est purement RGPD. C'est-à-dire, on ne stocke rien et on permet de s'identifier derrière. Enfin, on peut stocker quand même avec le règlement. On peut stocker des données personnelles quand même. Aujourd'hui, donc, à quel stade en est votre projet? Moi, j'ai vu que vous aviez commencé comme vous dites, un mainnet, en fait, c'est-à-dire pour travailler en fait cette technologie dans des conditions réelles. Et vous vous donnez quelle échéance pour tester vraiment le concept? Alors, le mainnet a été lancé le 30 juin dernier. Il va rentrer en production, c'est-à-dire accessible à tous, le 12 décembre prochain. Ok. Et vous appelez aussi à des fonds, des investisseurs? Vous avez besoin de lever de l'argent? Oui, alors tout à fait. Alors on le fait par l'intermédiaire de la crypto, mais ce qui est, on va dire, un petit peu compliqué. Et puis effectivement, bien sûr, sur des investissements plus traditionnels et notamment sur des industriels pour la mise en place du dispositif. Et vous allez lancer même votre crypto-monnaie d'ailleurs, hein, tout à pour fait, financer le projet. Le Yuko. Ok, donc un projet 100% biométrique et blockchain, totalement unique comme procédé. C'était la première découverte à faire dans Smartech ce matin. Merci beaucoup Sébastien Dupont, président et cofondateur d'Uniris. Allez, c'est l'heure de notre talk. On va parler d'archéologie maintenant.